Alors, le thème d'aujourd'hui, juste pour être certain qu'on est au bon endroit, c'est « Et si vous deveniez mentor d'équipe agile ?» Ça va être ça le sujet qu'on va découvrir ensemble. On va parler assez simplement de la notion de mentor, de la notion d'équipe et la notion d'agile. Voilà à peu près le planning qui nous attend sur cette petite heure environ, en fonction de vos questions qu'on va passer ensemble. Et un peu plus précisément, on va vous demander de contribuer. Ensuite, on va se présenter très brièvement et on va présenter les 3 mots-clés dont je parlais. Et puis, cette formation qu'on propose avec des infos pratiques que Laure détaillera. Et voici la première question qu'on vous propose. Comment, alors en plus, c'est génial, on est en mode interactif. Petit tour d'inclusion. Ce qui pourrait être pas mal, c'est de dire « Je suis », juste votre prénom. À l'issue de ce séminaire, je serai satisfaite si quoi après ce petit webinaire. Et donc, je vous invite, le premier qui sent, Sylvie, ou la première qui se sent, vous prenez la parole pour pouvoir répondre à… D'accord, donc on fait en live là. Okay. Oui, en live. Je veux bien commencer, ok. Donc moi je suis Sylvie et à l'issue de ce webinaire, je serai satisfaite si j'ai compris le lien justement entre le coaching et le mentorat. Et cette notion d'équipe agile. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre l'articulation parce qu'intuitivement, je le sentais bien. Le fait que Coaching Ways lance cette initiative semblerait le confirmer. Donc, que j'ai compris pourquoi et en quoi ça peut être intéressant pour moi. Okay. Ensuite, moi, je suis Linda. Bonjour à tous et je serais satisfaite si je suis capable d'expliquer justement ce qu'est un coach agile. Ok. C'est parti. Ça, on va y répondre. Donc là, je suis à peu près certain qu'on va être dans les clous. Présentation brève. Spindle. Donc, en fait, vous voyez, ce training-là est composé a été mis en place par 2 organisations. Spindle, qui a une expertise autour de l'agilité et du mentoring, et Coaching Ways, comme vous le savez, en tout cas comme Sylvie le sait, qui a une expertise très avancée sur la partie coaching. Et voilà, moi je vais vous présenter la Spindle. C'est la rencontre de 2 entrepreneurs, donc Florence et moi, qui font partie des associés de Spindle. Et moi qui venais vraiment du monde de l'entrepreneuriat, qui a expérimenté plein de modes de management différents, plein de modes d'organisation différents, à des échelles entre 10 et 50. Et Florence qui venait du monde de la transformation à grosse échelle, sur des fusions, des acquisitions dans des grands groupes, et qui, elle, avait utilisé d'autres méthodologies d'accompagnement. Et on s'est rencontrés au détour d'une mission complètement au hasard, et on s'est dit, tiens, Florence, elle se disait que les méthodes qu'elle utilisait étaient peut-être sur des bouts de course, que voilà, c'était beaucoup d'énergie des fois pour pas forcément beaucoup d'effets, beaucoup d'efforts pour peu d'effets, même si elle était vraiment en dehors des sentiers battus. Et moi qui avait expérimenté des choses, mais qui ne savait peut-être pas l'amener à une grosse échelle. Et donc, on s'est rencontrés il y a 5 ans. On a cumulé nos 2 expérimentations pour aujourd'hui proposer cette formation-là. Voilà, en quelques mots, qui est Spindle. Puis, il y a plein de gens qui nous ont rejoints depuis. Laure qui est ici, c'est Louis et d'autres. C'est une équipe avec des profils très, très différents et vous verrez en quoi c'est important. Pourquoi on existe? En quelques mots, là, je vais enfoncer des portes ouvertes. Le monde d'aujourd'hui est complexe et incertain, et ce n'est pas la période qu'on traverse qui va me démentir. Et le besoin de s'adapter est d'autant plus important aujourd'hui. Autant le XXe siècle, si je suis un peu caricatural, c'était l'époque du process où on devait délivrer, performer et standardiser. Autant le XXIe siècle est plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'adaptation pour pouvoir apporter sa valeur ajoutée que ce soit personnel ou collectif. Et donc, ce passage de mode de fonctionnement engendre un bon grand nombre de changements, que ce soit dans ses pratiques, mais également dans ses modes de pensée. Et ça demande une remise en question qui peut être importante. Et le métier chez Spindle, c'est d'accompagner ce cheminement-là. Donc, nous, on accompagne le cheminement. Et je vais passer la parole à Christian pour présenter Coaching Ways. Merci Alexandre. Donc, Coaching Ways, c'est une école qui forme au métier de coach. Si on se réfère par rapport au référentiel français coach professionnel, puisque c'est aujourd'hui un métier reconnu par l'État. Au départ, c'est l'initiative de Max qui est ingénieur chimiste et qui va changer d'orientation professionnelle suite à la naissance d'un enfant qui naît avec un handicap.
il va devenir éducateur spécialisé, puis formateur d'éducateurs spécialisés. Et de fil en aiguille, il va se former à plein d'outils, la PNL, l'analyse transactionnelle, etc. Pour, en 2005, créer son école à Bruxelles. Moi-même, je vais le rencontrer en 2008. Je vais me former entre Bruxelles et Lille. Et je vais avoir l'opportunité en 2011 de relancer CoachingWays en France. Je serai rejoint par Caroline en 2016 et sous son impulsion, le fait d'être aussi plus nombreux va faire qu'on va développer l'entreprise dans 8 villes en France, les 8 villes que vous voyez apparaître ici. Aujourd'hui, c'est 15 salariés et puis environ une quarantaine de formateurs freelance qui travaillent pour nous. Et donc, nous faisons plus de 20 promotions par an en France. Nous formons environ 500 coachs à la posture aussi bien en France qu'en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, au Maghreb et avec bientôt l'ouverture de l'Italie et de l'Espagne. Donc voilà globalement ce qu'est CoachingWays aujourd'hui. Merci, Je Christian. te redonne la parole, Alexandre. C'est bon pour moi. Et vous allez comprendre juste après qu'est-ce qui fait que deux experts, chacun dans leur domaine, se sont alliés pour construire cette formation-là qui est un peu atypique et qui correspond à un nouveau métier que je me propose de vous décrire maintenant. Alors déjà, pourquoi on a créé ce nouveau métier? Au départ, on était un cabinet d'accompagnement à la transformation. Ça marchait bien. Et on a eu la chance, même une année, d'aller jusqu'à un accompagnement de 5000 personnes, 5000 collaborateurs, sur des nouveaux modes de fonctionnement, des nouveaux modes de pensée. Et la prise de conscience en fin d'année, quand on était très content de nos résultats, on s'est dit, dans 10 ans, on en aura fait 50 000. C'est juste dérisoire par rapport à l'impact qu'on veut avoir aujourd'hui sur les organisations. Et donc, on s'est dit, voilà, il y aurait peut-être une autre façon de faire et d'agrandir la pratique. Et c'est ce qui nous a amené à se dire aujourd'hui, tiens, on va modéliser notre pratique, on va la mettre à disposition et on va lancer ce métier, ce nouveau métier de mentor d'équipe agile. Comment est né ce métier? Alors là, c'est vraiment par la pratique. C'est de la pratique. C'est 22 ans de pratique, 15 ans de manière vraiment industrielle, avec beaucoup de conscience, en itérant, en identifiant les aptitudes et les compétences qui sont requises pour pouvoir faire avancer l'adaptation. Qu'est-ce qu'il faut pour s'adapter, par exemple? Qu'est-ce qu'il faut pour être agile? Quelles sont les compétences requises? Quand est-ce qu'on les mobilise? Quels sont les nouveaux modes de pensée qui correspondent à ça? Voilà, tous ces sujets-là, on a eu la nécessité de les modéliser pour pouvoir ensuite les transmettre à d'autres. Alors, il y a beaucoup de sources d'inspiration, parce qu'on parle souvent des méthodes. On parle des méthodes agiles. C'est souvent dit méthodes agiles et on fait une corrélation comme si l'agilité était une question de méthode réservée aux informaticiens. Alors, pas du tout. Ça s'est déclaré d'abord dans l'informatique parce qu'ils ont eu de la complexité à gérer très, très tôt. Complexité technologique, complexité de marché. On voyait bien qu'il y avait l'ouverture d'Internet, etc. Il y avait beaucoup d'enjeux financiers. Et toute cette pression-là a fait que ces méthodes-là ont vu le jour d'abord dans le monde de l'informatique et aujourd'hui bien au-delà, comme vous le verrez après. Et il y a des courants de pensée qui se sont créés. Alors, tous ceux qui sont là, c'est des choses qu'on a testées, qu'on a expérimentées. Il y en a d'autres. Là, je vous ai montré une cartographie entière là, de tout ce qui peut exister en termes d'agilité aujourd'hui. En tout cas, qui nous permettent de s'adapter ou de comprendre le monde un peu différemment. Et on se rend compte d'ailleurs que tout n'est pas assez linéaire. Souvent, mais on voit les choses de manière très, très à plat. C'est soit je choisis l'holacratie, soit la sociocratie, soit Scrum, soit LACE, soit SAFe, etc. Comme s'il y avait un modèle pour les diriger tous, si je fais une petite référence cinématographique. En réalité, il y a beaucoup d'influences. Le tout se nourrit de tout. Donc, est-ce qu'il existerait une méthode qui permet de s'adapter? Notre point de vue à nous, c'est que non. Alors, du coup, comment on fait pour s'adapter? On va y revenir un peu après. Donc, pourquoi ce nouveau métier également? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on va vous donner une première raison d'être un peu provisoire de ce métier-là, qui est accompagner les membres d'une équipe à développer ensemble leur capacité à s'adapter. Donc, c'est à développer leur capacité à s'adapter, donc dans un contexte incertain, parce que s'adapter alors que tout marche bien, ce n'est pas forcément utile, et au service d'une raison d'être d'un collectif. On ne s'adapte pas non plus au hasard. Donc là, c'est celle
voilà, que je vous donne de manière temporaire. Et généralement, la difficulté qu'ont les personnes dans leur existence, c'est souvent parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à leur contexte, mais c'est valable aussi pour les équipes. Je reviendrai sur la nuance entre coach et mentor un peu plus tard. Alors, on va voir les 3 termes, je disais, mentor, équipe et agile. Donc, on va commencer par équipe parce que c'est plus facile. Aujourd'hui, ça concerne, en tout cas de notre expérience, toutes les équipes. Il y a très peu d'équipes aujourd'hui qui ne sont pas impactées par des phénomènes d'incertitude. Ça peut être des équipes opérationnelles, fonctionnelles, des équipes de direction, des équipes transverses. Ça marche très bien. Et tout ça, ça soit dans le secteur privé ou public. Voilà quelques références parmi les plus connues qu'on a eu la chance d'accompagner au fur et à mesure de ces 5 années et même avant. Vous voyez, ça peut être soit dans des hôpitaux, ça peut être le gouvernement, et ça peut être des banques, des milieux industriels comme la RATP ou Eiffage, ou plutôt complètement dans le service comme Orange, France Télévisions à la culture. Enfin, vous voyez un peu aujourd'hui, les besoins de s'adapter à un monde qui change impactent toutes les industries et donc toutes les formes d'équipe. J'en dis pas plus sur la partie équipe, on pourra rentrer dans le détail dans les questions-réponses. Sur la partie agile, voilà un petit peu, là je profite, j'aime bien cette image-là parce qu'elle correspond bien à ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire que bon, on aimerait revenir à la normale, une sorte de ligne droite, linéaire, processée, de faire toujours comme c'était avant. Et en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont changé, à commencer par le télétravail qui se généralise. Mais en fait, peut-être qu'une nouvelle normalité serait peut-être celle-ci, quelque chose un peu plus en boucle, où on itérerait, on expérimenterait, on essaierait d'avancer dans ce monde. On serait obligé de s'adapter aussi, est-ce que cette voiture elle est faite pour rouler sur cette route-là? Et elle correspond également à la manière dont on a d'accompagner les mentors, les futurs mentors ou nos clients. C'est-à-dire qu'au début, on pilote un peu. Très rapidement, on passe sur la place passager, puis on copilote avec le client. Puis très rapidement, on passe aussi sur le fauteuil arrière pour pouvoir regarder aussi comment font nos clients, comment ils s'adaptent à leur situation, à leur environnement. Donc, je crois que cette image était assez représentative de la manière dont on opère. Donc, plus concrètement, je ne vais pas revenir sur le sujet parce qu'on en a parlé. Aujourd'hui, le monde est devenu plus complexe. Il y a plein de gens qui ont écrit sur le sujet, donc je ne vais pas m'étendre. Je vais juste une définition qui est la nôtre ici, qui nous semble utile pour pouvoir avancer dans la discussion. Pour nous, la question de la complexité est équivalente à la présence d'incertitude. C'est parce que je ne sais pas, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas, qui fait que ça devient complexe. Et donc, quand on ne sait pas, il va falloir qu'on s'adapte à ce qui se passe, parce qu'on ne peut plus projeter, on ne peut plus prédire, on ne peut plus planifier, en tout cas pas comme avant, parce qu'il y a de l'incertitude. Alors que quand on sait, on fait une grosse analyse, on fait un plan d'action, on le déroule, ça marche. Voilà, et l'incertitude va provoquer aussi chez l'être humain deux comportements. Un qui est la peur. Quand on ne connaît pas, ça peut susciter des peurs, et à bonne raison, il faut se protéger, mais également des opportunités. C'est quelque chose qu'on a du mal à voir dans notre culture, mais s'il y a des choses qu'on ne sait pas et que j'arrive à les savoir avant que vous les sachiez, j'en sais donc plus que ce que vous savez, et donc du coup, j'ai une opportunité que je peux saisir. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, on a parlé de la notion d'équipe. Là, je voudrais vraiment parler sur la question de l'agilité et surtout de la question de s'adapter. On parle beaucoup d'agilité. Alors, quand je demande à mes clients, c'est quoi l'agilité? Bon, ça tourne un peu autour du pot parce que c'est un mot qui est un peu usité, un peu usé même. Pour nous, en tout cas, là, aujourd'hui, l'agilité, c'est la même chose que s'adapter. On a besoin d'être agile parce qu'on a besoin de s'adapter. On a besoin d'être capable de réagir vite. On a besoin de réagir de manière adaptée à ce qui se passe. Bon, maintenant qu'on a dit ça, l'agilité égale s'adapter. S'adapter égale quoi? Alors, pour nous, s'adapter, c'est égal à faire deux choses assez basiques. Je vous présente ce modèle-là, qui est le modèle Emerge, sur lequel on va s'appuyer en tant que mentor. C'est pour ça que je vous en parle. Je ne vais pas vous le décrire dans le détail parce qu'on n'a pas le temps, mais vous montrer les grands principes pour que vous puissiez voir comment on peut accompagner une équipe à s'adapter. Donc, c'est un avant-goût, mais le mentor s'appuie sur ce modèle-là pour pouvoir accompagner les équipes et les personnes. Donc, s'adapter, c'est assez basique. C'est globalement changer sa manière de voir le monde. C'est-à-dire, si le monde a changé et que j'ai toujours les mêmes paires de lunettes, il est fort probable que ma manière d'agir dans le monde va être inadaptée. Ça, c'est un premier aspect. Et nous, on appelle ça des cartes mentales. Voilà, c'est la carte que j'ai dans ma tête qui me permet de me repérer dans le monde. Donc, ça correspond à mes croyances, à mes valeurs, à mes expériences passées, à mes analyses passées, aux associations que j'ai faites entre des concepts et des émotions. Voilà. Une carte mentale, quelque chose qui me permet de me repérer dans le monde. Donc, s'adapter, c'est changer sa manière de voir le monde, mais c'est également changer sa manière d'y interagir.
Si je vois le monde différemment, mais que je continue à agir de la même façon, a priori, je vais être aussi inadapté. Alors, ce qu'on sait assez clairement, c'est que quand je modifie ma manière de voir le monde, il y a de fortes chances que je change ma manière d'y interagir. Il y a quelque part un rapport de cause à effet. Je pense à la place de l'homme, à la place de la femme dans les sociétés. Je prends des exemples un peu évidents, mais qui ne l'étaient pas en 1945. La place de la femme, elle ne pouvait pas voter, par exemple. Dès lors où notre vision de la femme a changé, dans notre représentation collective, évidemment, notre manière d'y interagir, il paraît, aurait changé. Je ne veux pas lancer de débat là, même si le sujet est très polémique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien. Ce qu'on connaît un peu moins, c'est le sens inverse. C'est-à-dire que quand on change sa manière d'interagir, ça nous donne l'opportunité de changer notre manière de voir le monde. J'ai travaillé à l'étranger pendant une partie de ma vie, et je peux vous assurer que la manière d'interagir était très, très différente. J'ai travaillé en Afrique, et le rapport au corps est très différent. Là, je me souviens d'une histoire, je vous fais très rapidement, c'est que je rencontre le PDG d'une entreprise pour qui je travaillais. Je cherche un restaurant, et là, il me dit, écoute, va à droite, à gauche. Alors, j'étais perdu. Il me dit, écoute, je vais te montrer. Et là, on sort dans la rue, il m'accompagne au restaurant, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 40 degrés, je suis en costume, et là, il me prend la main. Et je marche main dans la main avec mon client dans des rues que je ne connais pas, sombres. Je vous laisse imaginer tout l'imaginaire qui m'est venu dans ma carte mentale à ce moment-là. Donc, ce mode d'interaction était très, très perturbant pour moi, et ça m'a ouvert la porte à revoir ma manière de voir le monde. En l'occurrence, dans le pays dans lequel j'étais en Afrique, se serrer la main qui est un signe d'amitié. Les amis se tiennent la main. Imaginez ce qui serait passé si j'avais enlevé ma main ou si j'avais interagi différemment. Ça m'a ouvert l'esprit un peu différemment sur des coutumes, des manières de penser, mon rapport au corps. Enfin, voilà, ça m'a ouvert plein de portes. Alors, c'est un sujet très personnel. Évidemment, sur les sujets plus collectifs, on a aussi ce genre de choses. Donc, changer sa manière de voir et changer sa manière d'interagir, changer pour changer, ça n'a pas tellement de valeur. Ça devient juste chaotique. On change, ça devient de la réaction, ça devient de l'agitation, mais pas de l'agilité. Donc nous, on va parler plutôt du terme actualiser, c'est-à-dire rendre actuelle notre carte mentale, rendre actuels nos modes de fonctionnement par rapport à ce qu'on veut atteindre, par rapport à ce qu'on veut exprimer dans le monde. C'est ce qu'on va appeler la raison d'être, ce qui va être un peu notre cap, notre boussole sur laquelle on va s'orienter et qui va nous inviter à mesurer des écarts avec notre compréhension du monde et notre manière d'y agir. Donc voilà en quelques mots, le modèle Emerge va vous donner les moyens de vous repérer et vous donner les moyens de pouvoir accompagner vos clients à actualiser leur carte mentale ou à actualiser leur mode d'interaction. Et ce, de manière cyclique. Je change ma manière de faire, du coup, je change ma manière de penser, qui ramène sur une autre manière de faire et tout ça, afin de découvrir quelle est la manière de votre client de faire et quelle est la manière de votre client d'interagir. C'est là où on va… Alors, je vous montre le schéma global. Là, on n'a vraiment pas le temps de rentrer dans le détail, mais là, vous avez… Et là, les boîtes, il faudrait les ouvrir. Et ça, c'est le modèle Emerge dans sa version la plus synthétique. Quand vous maîtrisez ce modèle-là, vous êtes capable d'accompagner un client à trouver sa manière de s'adapter. Et ça, c'est dans quelque chose nous, on ne croit pas, c'est la méthode unique. Je fais de la sociocratie, puis ça y est, vous avez résolu tous vos problèmes dans votre entreprise. Ce n'est pas s'adapter, parce qu'aujourd'hui, c'est la sociocratie, demain, ça sera autre chose, etc., puisque le monde change. Ce que va proposer le modèle Emerge, c'est que vous puissiez découvrir vous-même quelle est votre façon de vous adapter, en fonction de votre culture d'entreprise, en fonction de vos objectifs, en fonction de votre situation actuelle, en fonction des compétences que vous avez, des compétences que vous voulez obtenir. Ça va prendre toute votre réalité en considération et vous permettre de découvrir quel est votre modèle, quelle est votre façon à vous de vous adapter. Alors évidemment, on vous donne une boîte à outils qui est déjà très très large, qui permet d'amorcer des choses avec le client pour éviter qu'il ait à commencer depuis le début et refaire toutes les erreurs que d'autres ont fait avant. Donc en synthèse, et j'aurai fini avec la partie agilité qui est très synthétique, mais qui vous permet d'avoir un avant-goût du métier de mentor d'équipe agile, ça va être donc du coup d'accompagner les équipes à développer leur capacité à actualiser leur carte mentale et leurs interactions. Pour nous, s'adapter, c'est actualiser sa façon de voir, sa façon de faire. Donc, votre métier, vous, en tant que mentor, ça va être d'accompagner les clients à faire ça. Donc, on a vu un peu agilité, on a vu un peu toutes les équipes qui étaient concernées. Maintenant, rentrons dans le sujet mentor qui m'intéressait plus particulièrement Sylvie. Et d'ailleurs, Mélinda aussi qui l'a exprimé. Donc, en fait, le métier de mentor, c'est 4 en 1. Et d'ailleurs, nous, on vous certifie à ces 4 niveaux-là. Il y a un premier niveau qui est un métier de conseiller. Vous êtes aujourd'hui, à la fin de ce training, en tout cas quand vous êtes mentor autour de l'agilité, vous allez être un expert de l'adaptation. Vous allez être un expert du modèle dont je vous ai parlé juste avant. Vous allez être capable de voir, en fonction des situations, des interprétations possibles de ce qui se passe et vous allez pouvoir être en capacité de faire des recommandations
à votre client sur ce qu'il doit prioriser dans son adaptation. Donc là, c'est la maîtrise du modèle que je vous ai montré juste avant. Donc là, vous serez expert de l'adaptation. Vous dire, on aura besoin de ça, on aura besoin de ça. Maintenant, le comment, ça, il faut le découvrir. Il y a un autre métier qui va avec le métier de mentor, qui est le métier de facilitateur. Comme on l'a vu tout à l'heure, on doit changer sa manière, enfin, on peut changer sa manière allez, actualiser, j'utilise des bons termes. Actualiser sa manière d'interagir, actualiser sa manière de voir. En fait, pour aller dans l'agilité, il faut aller assez vite dans l'action. Donc, vous allez avoir une boîte à outils assez conséquente, de modes d'interaction différents en fonction des situations, pour amorcer un changement chez le client. Vous allez lui proposer d'autres modes de fonctionnement, donc d'autres façons de prendre des décisions, d'autres façons de prioriser, d'autres façons de converser, d'autres façons de décider, d'autres façons de vous synchroniser, de réguler, de regarder le passé, enfin une boîte à outils qui est assez conséquente. Et en accompagnant le client dans ces nouveaux modes d'interaction, ça va créer l'opportunité chez lui de peut-être revoir ses croyances. Et ainsi de suite, de pouvoir avancer comme ça. Donc le facilitateur va être quelqu'un qui va accompagner le client à mettre en œuvre des modes d'interaction. Il y a une dimension coach, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que Roselus va nous en parler un tout petit peu plus tard, qui est l'expert de la relation, qui va accompagner la personne ou l'équipe à se développer lui-même dans ses croyances essentiellement. Et je ne préfère pas trop marcher dessus. Je laisse Roselus en parler mieux que moi. En tout cas, c'est une posture qui est essentielle dans la posture du mentor, d'être à un moment capable d'accompagner le client à ce qu'il trouve lui-même ses solutions. Et le dernier, c'est un métier de praticien. Donc à un moment, il faut pratiquer l'agilité, l'adaptation, pour pouvoir le transmettre. Et là, le praticien, le mentor, dans la couche la plus large, va accompagner le client avec son expérience. Il va créer de l'écart entre ce qui est en train de vivre le client et ce que vous avez déjà vécu dans votre propre expérience. Et vous en avez de l'expérience aujourd'hui. C'est simplement que vous n'avez pas les modèles et les outils pour pouvoir la restituer, pour pouvoir aider à créer de la perspective vis-à-vis de votre client. Mais vous avez aujourd'hui de l'expérience que vous pouvez clairement mettre au bénéfice de vos clients. Parce que l'être humain par nature est fait pour s'adapter, mais avec quels outils et à quel point on a complètement pris pleine possession de cette capacité à s'adapter. Donc le mentor, c'est 4 métiers. Capable de conseiller sur l'adaptation. Attention, on ne conseille pas sur le métier du client. Moi, j'y connais rien à la pharmaceutique, par exemple, les clients que j'ai pu accompagner, ou à la cosmétologie. Je ne connais rien au maquillage ou au shampoing. Par contre, je m'y connais en adaptation. Donc moi, je conseille sur la capacité à s'adapter, pas sur le métier. Quand je facilite, c'est les interactions. Je ne facilite pas la manière, je ne sais pas, de faire un business plan. Quoique, on pourra en discuter, on a aussi des modes d'interaction là-dessus. Le coaching, c'est l'art du questionnement pour pouvoir faire en sorte que le client trouve ses propres solutions. C'est quand même lui l'expert de son métier. Et après, il y a le mentor qui, lui, va pouvoir mettre au bénéfice du client son expérience. Il va créer de la perspective. Je donne un exemple un peu concret. Je vois un client qui me disait « mais ouais, là, il faudrait sanctionner quand même, il est allé trop loin ». Et je lui pose une question assez simple, en apparence, qui dit « mais quelle différence tu fais entre erreur et échec ?» Je pose 2 concepts que moi j'ai eu le temps d'interroger, sur lesquels j'ai un point de vue, que je vais pouvoir partager avec lui. Quelle différence il y a entre échec et erreur? Pas si simple. Hein. Et en partageant ce point de vue-là, je vais créer une perspective par rapport à ce que lui voit et vit. Et à partir de là, il peut se positionner. Donc peut-être que je peux donner un premier niveau de point de vue, en fait, en tout cas dans ma carte mentale, de la différence entre un coach et un mentor. Le coach, lui, la ressource, elle est chez le client. Il détient le process de questionnement pour aider le client à accompagner le client, même à trouver ses propres réponses. Le praticien, lui, il a une opinion, en fait. Là, le coach, vraiment dans la pratique, dans les règles de l'art du coaching, il ne met pas de contenu. Il ne renvoie qu'au client, et c'est déjà un métier à part entière, pour que le client puisse cheminer. Le mentor, lui, va mettre sur la table des expériences qu'il a, lui, dans son vécu, qu'il a vu aussi, également. Il va mettre ça à disposition de son client pour créer de la perspective, créer de l'écart, c'est comme ça qu'on dit nous, et pouvoir se positionner et dire « ah oui, tiens, il y a peut-être d'autres façons de faire, dans d'autres situations. Tiens, qu'est-ce que ça m'évoque ?» Et là, on peut retourner peut-être en mode coaching pour continuer à l'accompagner dans sa réflexion. Et c'est important de voir que un client qui a du mal à trouver une solution à son problème, soit il y a un vrai enjeu à ce qu'il le découvre lui-même, soit il y a un enjeu à lui faire gagner du temps avant qu'il s'épuise, surtout en collectif, sur lequel il y a des objectifs qui sont assez pressants. Donc peut-être qu'il y aura, lui donner des perspectives peut être facilitant pour lui. Donc le métier de mentor, c'est ces 4 métiers-là, et vous serez certifié sur les 4 métiers.
Donc aujourd'hui, le métier de mentoring n'est pas encore enregistré au RNCP, donc au registre des métiers. Laure vous en parlera un petit peu plus tard. Il est en cours d'enregistrement. On est vraiment cette démarche-là d'être recensé en tant que métier, mais ça prend environ 4 ans. C'est les joies. Il faudrait peut-être un peu d'agilité en termes dans nos administrations. Mais voilà, bon, c'est comme ça et c'est rétroactif. C'est-à-dire que de toute façon, si vous faites le training maintenant, vous serez certifié d'État à la fin de votre parcours. Là, pour l'instant, c'est nous qui vous donnons le crédit de cette certification, sauf dans le cadre du coaching qui est donné par ICF. Quelques exemples d'intervention en vrac, et j'aurais presque fini. Accompagner une équipe de direction sur un axe stratégique agilité. Je me souviens d'une entreprise que je ne citerai pas qui avait dans son plan stratégique 2020, c'était son nom, il avait un mot-clé agilité. Okay, concrètement, bah là, après, c'est une autre discussion. C'est pas qu'ils sont idiots, hein, bien évidemment, c'est qu'il y a un moment, c'est un terme qui est tellement large et sur lequel il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'appui, bah, c'est compliqué de commencer à en lancer quelque chose. Donc là, on a pu accompagner certaines directions dans ces axes-là. Des COMEX, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose d'intéressant. À votre avis, je m'adresse à Melinda et à Sylvie parce que les autres ont déjà eu le temps d'y réfléchir. Vous savez, le lundi matin dans les COMEX, il y a souvent 3 heures de réunion, tous les lundis matins. Là, tous les directeurs se réunissent. Et à votre avis, pour ces gens-là, il y a combien de temps utile pour eux sur les 3 heures? Vous diriez combien? Et ça, c'est quelque chose qu'on leur demande. J'ai vu un paquet de COMEX et de CODIR aujourd'hui. Et quand je leur pose la question, combien de temps utile pour vous sur ces 3 heures, ils me répondent quoi à votre avis? 20 minutes. 20 minutes. Sylvie? J'aurais dit 20% du temps, donc ouais, ou une demi-heure. Une demi-heure. Ce que me renvoient les clients, c'est 15 minutes. Plus ou moins 5 minutes. Donc, on est entre 10 et 20 minutes de temps utile en moyenne. C'est faible, en fait. Surtout quand on voit à quel prix sont payés nos directeurs. Et en fait, ce qui est plus intéressant à voir, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils subissent ça? Qu'est-ce qui fait qu'ils acceptent cet état de fait? Alors qu'ils sont tous d'accord. Hein. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils acceptent ce mode d'interaction? Et si on en changeait, ça donnerait quoi? Bon, voilà. Et généralement, il y a 2-3 décisions prises en 3 heures. Comment on peut faire pour en prendre 40 en 1 heure? Ça, c'est pour donner un ordre de grandeur de ce qui est possible. Voilà, aider un manager à remobiliser son équipe, accélérer l'innovation, la transformation culturelle. Je pense à un autre sujet sur lequel on a, avec Laure, avec qui on est intervenu, sur un projet industriel d'une grande boîte française, qui avait ce projet était vraiment incertain, dans une culture zéro risque. Alors, comment on fait pour avancer dans l'incertitude quand on n'est pas prêt à prendre un seul risque? Donc là, il y avait quelque chose qui était culturellement assez fort, puis dans leurs interactions qui se traduisaient aussi. Donc, comment on accompagne ce type de projet? Voilà. Quelques exemples. Donc là, on va retrouver des choses qu'on peut retrouver dans le coaching d'équipe, hein, quand on voit ça. Si ce n'est que c'est toujours en situation d'incertitude ou d'incertitude forte. Une transformation culturelle, on ne sait pas du tout où ça va. Remobiliser une équipe, ok, c'est une intention, mais est-ce qu'on va y arriver? On ne sait pas trop. Tous ces sujets-là vont être des sujets qu'on va traiter parce que les équipes font face à de l'incertitude. Et là, on a un modèle qui permet de s'adapter. Parce qu'on ne pourra pas deviner la solution parfaite ou la méthode parfaite. Donc, il va falloir la découvrir. Et pour ça, le modèle Emerge peut aider. Et le mentor, parce qu'on peut. C'est très compliqué d'appliquer ce modèle seul. Au départ, en tout cas. Voilà, quelques bénéfices obtenus également. Des prises de décision plus rapides, on en parlait. Des productions de livrables plus efficientes. Dans ma success story, ce que j'ai pu voir sur un de mes clients, il y avait un projet qui devait durer 3 ans. Il a pris 6 mois. Alors, je peux vous dire que c'est vraiment, ils sont très motivés maintenant. Ils ne travaillent plus que comme ça. Je ne dis pas que c'est la seule façon de travailler, hein, mais on a des choses qui peuvent être assez concrètes. Le turnover qui a diminué, enfin voilà. Et puis surtout des organisations qui arrêtent de faire des réorgs, vous voyez, tous les 2 ans, tous les 6 mois, même maintenant presque tous les 9 mois. On s'arrête, on réfléchit très fortement, on fait une projection sur 5 ans, et puis on met en œuvre dans les organisations. Puis en fait, on recommence 9 mois après parce qu'en fait, le monde a changé. Donc comment on peut changer en fait au fur et à mesure en douceur, plutôt que par rupture, comme on fait jusqu'à maintenant. Donc, on va plus nous parler de transition que de transformation. Qu'est-ce que fait le mentor? Il mentor, il facilite, il entraîne. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Il ne fait pas d'audit, il ne crée pas de dépendance, il ne fait pas la place, il ne fait pas tout ça. Donc, on est vraiment dans de l'accompagnement, par la pratique. Donc, moi, je vous ai parlé de mentor d'équipe agile, et il y a une petite zone dont je n'ai pas parlé, et je vais laisser Rossé Louis prendre la parole là-dessus, qui est
Ah, d'accord, mais et le coaching, quelle est la place du coaching là-dedans? Si j'étais voilà, j'étais un expert de l'adaptation, que j'étais capable de faciliter des modes d'interaction et que j'étais capable de partager mon expérience, peut-être que ça suffirait à être mentor d'équipe agile. Et en fait, pas tout à fait. J'allume le micro. Merci pour la transition. Donc, pourquoi le coaching? Parce que lors des réflexions qu'on s'est portées, quel serait le bon support ou le bon, entre guillemets, moyen pour accompagner ces équipes à se développer et à gagner en agilité pour justement favoriser ce métier de mentor, on s'est rendu compte que le métier de coach est celui qui permet d'établir une relation avec une personne individuelle ou avec une équipe et de faire travailler la personne justement dans ses valeurs, dans ses représentations, dans ses comportements, mais toujours en créant une relation de confiance et une relation qui permette à l'équipe ou à la personne de, selon ses cartes mentales, d'évoluer et de travailler au fur et à mesure et en faisant des pas nécessaires qui le permettent d'avancer dans cette nouvelle mise en pratique et dans cette nouvelle découverte, tantôt des interactions comme la revisite ou la révision des cartes mentales. Donc, le coaching, il s'appuie normalement, bon, Sylvie, si tu veux rajouter quelque chose ou un détail qui te semble important, n'hésite pas, mais il s'appuie toujours, c'est pas le coach qui va arriver avec un conseil, c'est plutôt le coach qui va aider la personne ou l'équipe à arriver à ses propres conclusions. Et normalement, ça se fait toujours au travers de prise de conscience. La prise de conscience, elle ne pourra uniquement que se opérer ou avoir lieu que si on s'appuie sur un certain type de compétences qui sont des compétences de coach, qui sont travaillées de manière très soutenue et très précise avec Coaching Ways. Et donc, la prise de conscience arrivera toujours à un moment quand le coach va être là pour apporter une communication directe. Donc, c'est le coach qui va partager ses observations, ses intuitions, ses réflexions sur ce qu'il voit dans le comportement de la personne ou de l'individu et qui lui permettra aussi, donc ce fameux écart que citait tout à l'heure Alexandre, c'est avec ces perspectives que le coach a, peut permettre la personne ou l'équipe à avoir une perspective, un regard différent et justement cet écart qui lui permettra de se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel ils peuvent avancer, modifier ou changer. Et donc, cette communication directe, elle ne s'appuiera que sur le questionnement puissant, qui est une autre des compétences qui sont travaillées au sein de coaching, enfin Coaching Ways. Donc, le questionnement puissant, c'est l'art et la manière de poser des questions qui vont faire avancer la personne dans une meilleure compréhension de la situation, dans une meilleure compréhension de qui ils sont, et qui leur permettra au fur et à mesure aussi, selon le besoin exprimé, le besoin identifié, de faire un pas de plus. Non? Ce questionnement puissant, lui, ne pourra s'appuyer que s'il y a une écoute active. Et ce que nous, on considère une écoute active dans le monde du coaching, c'est observer comment se joue l'interaction avec la personne, l'intonation de la voix, le mouvement corporel, les non-dits, etc. Donc, c'est comment la personne vit sa réalité dans l'interaction. Et voilà. Et le coach est là pour mettre en perspective ce qu'il observe et le mettre au travail avec le client qui soit personne ou équipe. Cette écoute active, elle va s'appuyer sur la présence du coach qui sera travaillée tout au long du parcours de coaching, qui est celle qui va permettre d'être à l'écoute et en observation du point de vue du coach, de la personne qui va accompagner, d'être présent au client pour créer également un climat de confiance et d'intimité dans lequel la personne et l'équipe va pouvoir s'appuyer et va pouvoir se livrer, s'ouvrir pour commencer à explorer comment avancer dans cette transformation, ce nouveau représentation des cartes mentales et aussi des interactions. Et tout ça, toutes ces compétences-là sont mises au service dans un objectif qui est défini globalement tous ensemble dès le début. Et c'est un objectif, un besoin qui est identifié par le client, accompagné évidemment par le coach, et qui est celui qui va servir de fil conducteur ou de fil rouge tout au long du travail et qui permettra à l'équipe ou à la personne d'avancer. Donc, ces compétences qui sont des compétences qu'on travaille de manière très poussée dans une formation de coach sont celles sur lesquelles va s'appuyer
tout l'accompagnement du mentor parce qu'il sert aussi de socle, on va dire, pour la partie de praticien, de facilitateur et de conseil également. Je ne sais pas, Sylvie, si tu as rajouté un mot ou pas, étant donné que tu es Non, l'expert. franchement, c'est très complet. Donc, j'ai encore des questions, mais en tout cas, ton point de vue me paraît très, très complet et éclairant. Mais Linda, si tu veux aussi. Je ne sais pas si tu es coach. Merci. Je te Alors, laisse la suite, Alexandre. Oui, avec plaisir. Tu voulais ajouter quelque chose maintenant? Non, c'est bon pour moi. C'est l'accompagnement, ça peut. Je pense que l'accompagnement. Un autre niveau de distinction entre mentor et coach, le coach va travailler sur la base de l'expérience du client, alors que le mentor va travailler aussi, c'est pour ça que c'est englobant, aussi avec sa propre expérience qu'il va mettre sur la table. Donc, il y a donc, expérience d'agilité, je parle, donc d'adaptation. Donc, c'est là où il va mettre donc sa carte mentale à lui sur la table par rapport à ses représentations à lui, sans que ça soit un dogme, par rapport à la question de l'adaptation. C'est une autre nuance à avoir et en fait, on passe d'une casquette à l'autre. Et je trouve que c'est pas que le client absorbe ce qu'on a à lui dire. Je trouve que ce point, il est tout à fait juste parce qu'en tant que coach, on n'est pas censé connaître le métier du client, que ce soit une équipe ou une personne, mais on est plutôt là dans l'accompagnement et vraiment c'est l'art de l'accompagnement, du questionnement, de l'interaction avec la personne qui est accompagnée. Mais tu as raison, c'est la grosse différence entre un coach et un mentor. C'est peut-être là aussi, je peux me permettre d'intervenir. Je Ouais, vais mettre l'image, du coup, c'est plus sympa. C'est à la fois une questionnement, c'est-à-dire que quand on fait du coaching de plus de dirigeants ou du coaching d'équipe, comme tu le disais, Alexandre, là, je pense que parfois, on s'autorise, en le mettant de façon explicite, à prendre la casquette du praticien un peu plus. Donc, dans ce qui est décrit du rôle du mentor, dans certaines circonstances, notamment d'équipe, notamment de dirigeants, si le coach a lui-même une expérience de dirigeant, je pense qu'on peut retrouver, avec évidemment une majeure très importante coaching, mais on peut retrouver le côté praticien, voire le côté facilitateur. Donc, ce qui me paraît vraiment différent, et c'est une question, puisque moi, c'est mon objectif de comprendre bien comment ça s'articule. Je pense que, si je comprends bien, c'est la partie conseil qui là vraiment est au cœur avec vraiment des points de vue, vraiment des outils et sur une dimension qui est spécifique, qui est l'agilité. Si je comprends bien, pour moi, ce serait ça la différence. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses où je n'ai pas capté? C'est sur la globalité, c'est ça, si ce n'est qu'il ne donne pas de conseils. Alors, il ne donne pas de conseils sur le métier du client. C'est-à-dire que ce qu'il va mettre sur la table, en fait, je vais être plus précis, il va donner des conseils sur le modèle, sur la systémie de l'adaptation. Là, il va donner des conseils. En disant, là, par rapport à ce que je vois, je vais te donner un exemple peut-être un peu concret, mais vas-y, tiens, par exemple, je proposais un mode d'interaction à une équipe, et cette équipe était hyper résistante. Mais tout le monde, en disant, mais ce mode d'interaction, c'est insupportable, etc., on ne peut pas parler quand on veut. Et donc, il y avait une résistance globale. Moi, ce que j'observe, c'est que là, on était juste en expérimentation. On essayait un truc, il n'y avait pas mort d'homme par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une réaction si forte? Donc, je leur pose la question. Ah ouais, tiens, qu'est-ce qui fait ça? Alors, ils se rendent compte qu'en fait, la valeur inclusion, le fait que tout le monde puisse donner son avis, était quelque chose d'important pour eux. Donc là, du coup, ça révèle une valeur, en fait. Mais c'est parce que j'ai proposé un mode d'interaction que la valeur s'est révélée à leurs yeux. Moi, en tant que praticien, j'ai cette expérience-là maintenant, avec eux. Et je l'ai eu avec d'autres équipes. Quand je vais voir un autre client que je vois ça, je peux mettre ça sur la table. Je peux donner cet exemple-là, là, par exemple, mais juste pour créer de l'écart, en fait. Juste pour dire, bah, tiens, il y a d'autres personnes qui pensent différemment. Moi-même, j'ai eu l'expérience différente. Par exemple, je donne un autre exemple sur les modes de pensée. Un client qui me disait mais de toute façon, il n'est pas autonome, lui. Ça ne sert à rien, il n'est pas autonome. Alors, qu'est-ce que l'autonomie? On peut se poser la question. Il a une représentation dans sa carte mentale de ce qu'est-ce que l'autonomie, puisqu'il considère que lui ne l'est pas. Moi, je lui dis, voilà, est-ce qu'à ton avis, il est autonome pour aller faire pipi tout seul? Assez provocateur, mais il me dit oui. Je fais d'accord. Donc, la question, c'est il n'est pas autonome sur quoi? Et là, on commence à avoir une conversation parce que j'ai une opinion sur le sujet. J'ai une définition, moi, de l'autonomie par rapport à ce que j'ai vécu. Je ne dis pas qu'elle est vraie. Je ne dis pas qu'elle est absolue. Je dis qu'en tout cas, elle existe et que du coup, ça crée de l'écart. Du coup, il peut commencer à raisonner. Après, je peux repasser en mode coaching et dire, voilà, il y a un écart, qu'est-ce que tu veux en faire? Et là, je questionne. Il peut dire, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord, je m'en fiche, ça m'est utile, ça ne m'est pas utile. Et moi, je suis très à l'aise là-dessus. Donc, moi, mon boulot en tant que praticien, c'est créer de l'écart par rapport à ce qu'il vit. Et donc là, je rejoins ce que tu disais, quand toi, tu as une expérience de dirigeant,
bah, tu as une expérience de dirigeant. Donc, à un moment, toi, tu vois quelque chose que lui voit différemment. Tu mets sur la table, ça crée de l'écart. Après, il y a tout l'art de cultiver cet écart, d'y fertiliser l'écart. Comment tu fertilises cet écart pour lui rendre quelque chose d'utile pour lui? Alors que le conseiller va dire, tu fais comme ça. Écoute, ça fait 100 ans que je fais ça. Regarde, j'ai tous mes galons qui sont là. J'ai piloté 50 entreprises. Je te dis que c'est ça qu'il faut faire, donc il faut que tu le fasses. Là, on est vraiment, là, je suis un peu caricatural, hein, mais on est dans le conseil ou de la recommandation très forte. Là, dans la caricature que je viens de faire, c'est une recommandation très, très forte. Mais le conseiller va être là pour donner des solutions. Le mentor va être là pour créer de l'écart. Et il a des bouts de solutions. Mais ces bouts de solutions, il les expose comme des points de départ pour faire le cycle de Emerge. Ce sont des points de départ. Ce ne sont pas des vérités. Évidemment, ça fait gagner du temps au client. Il voit un écart. Donc, dans sa carte mentale, il a la possibilité de se positionner plus rapidement. Il a des outils qu'il peut mettre en œuvre tout de suite. Et assez souvent, on va se réinterroger en disant bah, comment ta carte mentale a évolué, en quoi cette interaction est utile pour toi, si elle n'est pas utile, à cause de quoi, qu'est-ce qui bloque, quels sont les comportements. Voilà. Et là, on commence à retravailler en mode coaching. Donc, l'articulation entre les deux, elle est assez subtile et c'est important de bien la maîtriser et de le faire explicitement avec le client, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, je ne vais pas donner des conseils sur son marketing, parce que ça, ce n'est pas mon sujet d'expertise en tant que mentor. Mon sujet d'expertise, c'est l'adaptation. Donc, je vais te donner des conseils d'adaptation, mais je vais donner aussi des retours d'expérience autour de l'adaptation. Après, il s'avère que j'ai d'autres casquettes. Je pourrais être mentor en plein de choses. J'ai fait plusieurs métiers. Mais les mêmes méthodes s'appliquent en fait. C'est exactement les mêmes méthodes, mais avec un créneau qui serait plus mentor d'équipe agile, mais qui serait mentor en finance ou mentor je sais pas, en direction, en leadership, dans ce que tu partageais tout à l'heure, Sylvie. Voilà, c'est très nuancé hein, comme métier, mais… Non, mais ça qui est intéressant. Merci. Je peux poser une autre question? Oui, on est là pour ça, on va en profiter. La notion d'agilité, justement, tu as donné ta définition, votre définition d'agilité, et puis tu as montré un peu la cartographie, justement, de toutes les, je sais pas, les méthodologies dont vous vous inspirez, si j'ai bien compris. Quel est le rapport avec, parce qu'on parle beaucoup d'agilité, les méthodes agiles, est-ce que ça a un lien avec ça? Parce que comme tu dis, c'est un peu un mot valise, malheureusement, aujourd'hui, agilité. Donc, est-ce que ça a un lien ou pas? Alors, ça a un lien, il y a un lien. C'est-à-dire que l'agilité a été définie par un manifesto qui a été créé en 2000 par des informaticiens qui ont dit l'agilité, c'est 4 valeurs, 12 principes. Donc, ils ont posé ça. Donc, ça a été défini. Et en fait, donc moi, je les ai pratiqués à la même époque qu'eux. J'avais une start-up de l'époque et donc j'ai pratiqué ces choses-là. Et forcément, en informatique, ça marche assez bien, hein, très honnêtement. Parce que l'informatique, le client ne sait pas vraiment ce qu'il veut. On ne sait pas trop ce que le marché veut. Il y a beaucoup d'argent. Les technologies, c'est quand même complexe. Autant de choses qui font qu'on est pas mal dans l'incertitude, en fait. Surtout dans les années 2000. Hein, les technos étaient très, très différentes de maintenant. Hein. Donc, on était dans des situations à l'époque où voilà, l'agilité a émergé là. Le besoin de s'adapter, je dirais, a émergé là. Et donc, des informaticiens ont collé un terme autour de ça qui est l'agilité. Effectivement, si je suis agile, je vais être capable de m'adapter, je vais être souple, je vais être rapide, etc. Donc, ça a été défini dans le monde de l'informatique, mais uniquement dans le monde de l'informatique. Après, il y a eu des dérivations qui sont faites dans le monde du management, etc. Donc, en partant de ce principe-là. Et quand moi, je peux interroger les gens qui sont à l'origine, en fait, de ce manifesto et de ce courant de pensée, ils disent, attendez, nous, c'était quelque chose d'hyper pragmatique. Hein. Moi, l'agilité, c'est dans le cadre de l'informatique, point. Ça n'avait pas d'autres prétentions à la base. Et je crois que c'est un positionnement assez humble, parce que qu'est-ce que l'agilité, je ne sais pas, dans le ferroviaire, voilà, des rails, ça doit être droit. Enfin, il n'y a pas d'ambiguïté, on parle de sécurité de personnes. Donc, qu'est-ce que ça peut être l'agilité? Qu'est-ce que c'est que s'adapter quand on est dans ce monde-là? Donc voilà, ce qui nous a amené, nous, à nous poser la question qu'en fait, ce n'était pas tant le sujet de l'agilité que le sujet de l'adaptation. Okay. Là, l'adaptation, c'est très large. Quand je n'arrive pas, et si j'extrapole, on pourrait faire mentor de couple, je n'ai jamais essayé, mais ça peut être intéressant. Un couple qui n'arrive pas à vivre ensemble, c'est quelque part un couple qui n'arrive pas à s'adapter l'un à l'autre. Tiens, il faudrait que je teste à savoir si le modèle fonctionne dans ce cadre-là. Mais c'est un autre sujet. Donc, donc le lien, il est donc, nous, on parle d'agilité pour parler d'adaptation, là où quand l'agilité dans l'informatique est très bien définie, il y a des méthodes qui sont autour de ça, mais ce sont des méthodes. Donc, c'est donc assez normatif, même si les méthodes agiles fixent surtout un cadre plutôt que des recommandations assez fixes, fixent un cadre assez souple, mais n'empêche que c'est assez normatif. Moi, je sais que dans certaines boîtes, ça ne marche pas du tout. Je pense à une banque pour qui j'ai travaillé à une époque. Vous mettez ça en place, ça fait plus de dégâts que ça ne résout de problème. Maintenant, comment on les accompagne à pouvoir être capable de pratiquer ça? Là, il n'y a pas de réponse. C'est soit il y a les prérequis et les valeurs qui sont associées au framework,
soit ils ne sont pas là et ce n'est pas possible. Bah, moi, je n'étais pas à l'aise avec ça. Je n'étais pas à l'aise de dire à mon client, écoute, tu n'as pas les valeurs, tu n'as pas les prérequis, donc tant pis pour toi. J'avais envie de me dire, mais tiens, comment on peut arriver là? Voilà. Et de fil en aiguille, on a prototypé pas mal de choses avec l'équipe pour amener les équipes. Et donc, le modèle Emerge a émergé. Voilà. D'accord. Et donc, on s'inspire de toutes les méthodes qui soient du monde de l'informatique ou pas, parce que maintenant, ça va bien au-delà. On parle de leadership agile, on parle évidemment de projet agile. L'agilité commence à… Et donc, pour moi, je préfère… On aurait pu dire mentor d'équipe adaptative. Ça aurait été plus juste par rapport à notre positionnement. Mais l'agilité et l'adaptation sont quasiment deux concepts interchangeables dans le monde d'aujourd'hui. Et surtout, personne n'aurait compris mentor d'équipe adaptative. Merci. Mais donc, je te recommande d'aller voir le Manifesto Agile sur Internet si tu veux voir un peu plus la définition, l'essence de l'agilité dans le monde de l'informatique. C'est là où tu verras, et c'est sur Internet. Voilà. Ouais, d'accord, je regarderai. Merci. Très bon pour ma culture générale. Oui, ça se lit vite, hein, c'est une page, même pas une demi-page. Bon, ça va. Belinda, je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade qui te viennent. Tu vas nous faire croire qu'on a été hyper limpide. Dans ce cas, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais peut-être passer la parole à Laure pour nous présenter concrètement, une fois qu'on a dit, OK, il y a un modèle, je suis expert de ce modèle, j'ai pour accompagner mes clients en mode coaching, en mode mentoring sur ce modèle et sur ses besoins et sa réalité. OK, mais comment j'arrive à être capable de faire ça? Alors, la formation pour devenir mentor d'équipe agile, elle se déroule en 8 modules avec un terrain d'application dont je parlerai un petit peu plus tard. Ces modules commencent pour se mettre dans le bain tout de suite avec vraiment l'expérimentation et la compréhension du modèle Emerge que Alexandre a présenté tout à l'heure très succinctement, parce qu'en fait, derrière ce modèle qu'il a présenté, surtout la dernière diapo, il y a toutes les boîtes s'ouvrent avec plein d'informations à l'intérieur qui seront vues tout au cours du parcours, mais vraiment le fonctionnement, le moteur de ce modèle sera vu lors du premier module. C'est-à-dire, en gros, comment est-ce qu'on fait pour soi-même s'adapter, actualiser sa propre carte mentale et ses interactions. Donc, avec une vision vraiment interpersonnelle et avec le groupe pour rentrer dans le vif du sujet. Et une fois qu'on a vu ce module-là, on va rentrer dans le vif du sujet d'un point de vue du coaching. Donc là, Rossini, si tu veux présenter la suite. Donc, le module suivant est un module un peu plus axé coaching sur lequel on va commencer à poser le cadre d'une intervention en coaching. Donc, vous verrez que les prochains modules plus axés coaching sont surtout ceux qui concernent du coaching individuel. Parce qu'avant de faire du coaching d'équipe, il faut quand même bien maîtriser les différentes compétences et comment on pose un cadre et comment on va accompagner, analyser une demande et travailler un peu sur soi. Donc, il y a tout un travail de fond à faire sur l'accompagnement individuel. Et c'est ce qui va commencer à être fait lors de ce second module, poser le cadre, les bases du coaching, et on va commencer à voir quelles sont les différentes compétences, comment ces compétences se déclinent, quels sont les comportements associés, quelles sont les techniques associées sur chacune de ces compétences. Donc ça, c'est le premier module qui sera suivi par un deuxième module de coaching qui est l'analyse de la demande. C'est une fois le cadre posé et le besoin exprimé de la part du client, comment on va accompagner un client en individuel d'abord et après viendra un peu plus tard la partie équipe à bien analyser le contexte, la situation, le comment lui il fait ou il vit les choses. Donc, c'est tout ce qu'il y a autour de l'analyse de la demande. Et là, il y a plusieurs outils qui sont mis en pratique tout de suite. Donc, c'est une formation où il y a énormément de pratique. Il y a un peu de théorie et tout de suite, on va le mettre en pratique. Et Sylvie, tu pourras témoigner si tu le souhaites. Parce que on reprend ce qu'on a fait dans le parcours habituel. Voilà. Du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse, Sylvie, puisque cette formation mentor d'équipe agile, que là on présente dans sa complétude avec les 8 modules, en fait, existe aussi en spécialisation pour coach, où à ce moment-là, les coachs ne suivent que les modules spécifiques au mentorat d'équipe agile, mais sans la casquette coach qui est déjà acquise pour les coachs qui sont certifiés.
Merci Laure, tu as dû lire la question dans ma tête. Donc, du coup, voilà, une fois que voilà, les bases vraiment du module du modèle Emerge et que les premiers vraiment les éléments de posture du coaching sont acquises pour le participant, on rentre dans un quatrième module qui est celui de la facilitation des actualisations et enfin de l'actualisation et des interactions. Donc là, on va voilà, le participant, il va prendre un petit peu d'ampleur et puis observer et comprendre comment est-ce qu'on on a la posture et quelles sont les interactions utiles pour pouvoir voilà, permettre à une équipe d'actualiser ces interactions. Donc là, à cet endroit-là, il y a des, voilà, il y a des interactions qui sont expérimentées dans votre boîte à outils. Alors, il y en aura déjà dès le premier module et jusqu'à la fin, mais voilà, là, il y aura un gros morceau à cet endroit-là. Ensuite, vient ensuite un module qui est encore aussi un peu axé coaching dans ce sens-là. C'est l'homme du coach et la conviction qui existe au sein de coaching, mais également au sein de Spindle, c'est de se dire on ne peut accompagner des personnes que si nous, on se connaît quand même un minimum, parce que on va demander à nos clients, eux, d'évoluer et d'avancer et de se confronter à leurs différentes limites, leurs différents blocages. Et pour ceci, il faut faire aussi un travail sur soi-même pour être en mesure d'abord de nous comprendre ce qu'on va faire expérimenter à nos clients et ensuite éviter tous ces freins qu'on puisse avoir de « oh, moi, les émotions, je ne sais pas accéder aux miennes et j'ai peur de faire le client accéder aux siennes » ou également tous ces phénomènes de transfert et de contre-transfert qu'on peut avoir ou on peut facilement réaliser si on n'a pas un minimum de connaissance de soi. Donc, c'est un minimum plus introspectif, plus, on va dire, c'est le module un peu thérapeutique sur lequel on va aider les participants à travailler un peu sur eux-mêmes, mais également au travail de ce travail sur soi-même, de comprendre comment on peut accompagner les clients et les équipes à travailler sur eux-mêmes et sur un registre un peu plus émotionnel. donc voilà, ça c'est un module très utile pour le suivant qui sera le module 6, parce que dans celui-là, on va vraiment regarder de très près la posture de mentor. Donc là, à nouveau, on va encore voir des interactions particulières qui seront utiles aux équipes, mais on va regarder aussi comment le mentor s'y prend justement pour accompagner cette équipe à actualiser et pour s'adapter. Alors, évidemment, l'objectif in fine du mentor d'équipe agile, c'est l'autonomie de l'équipe. Donc, là, on commence déjà à avoir dans ce module-là cette idée que l'équipe doit à un moment donné devenir autonome. Comment on fait ? Et là, c'est le démarrage du terrain d'application que j'évoquais tout à l'heure. Donc, c'est quand même un intérêt fort de cette formation, c'est que ça n'est pas qu'une formation présentielle et avec des intersessions à distance, c'est aussi l'expérimentation concrète de ce que vous aurez vu dans l'ensemble de la formation dans un terrain d'application. Le terrain d'application, c'est effectivement l'entreprise dans laquelle vous travaillez ou un client ou quelqu'un que vous aurez trouvé qui jugera utile d'être le cobaye pour vous expérimenter sur ce nouveau métier. Et là, eh bien, vous serez mentoré par un mentor Spindle expérimenté senior qui viendra sur le terrain avec vous pour lancer cette équipe et l'accompagner pendant le temps imparti. Donc, le terrain d'application démarrera à partir du 6e module. Ça mènera, le premier module démarrera en septembre pour la première promotion et le début du terrain d'application démarrera à peu près mi-décembre, début janvier. Donc ensuite vient la dimension collective, la dimension équipe. Et donc c'est une fois approfondi toutes les compétences nécessaires pour accompagner l'individuel et on les a bien maîtrisées, mais c'est commencer à voir aussi comment utiliser toutes ces compétences et tous ces acquis dans une dimension plus collective, comment accompagner une équipe et comment être aussi en supervision
de cette équipe-là, comment on va l'accompagner. Donc, c'est vraiment la dimension collective qui va être mise en exergue sur ce 7e module, de cette perspective de coaching d'abord. Voilà, et le 8e module est le dernier. Voilà, là, il y aura une place assez importante donnée à l'expérimentation que vous aurez commencé pour faire des retours et des échanges entre les participants et par rapport à ce qui aura été fait et vraiment voir comment, ce que j'évoquais dans le module d'avant qui va être vraiment approfondi là, c'est-à-dire vraiment comment l'équipe parvient à devenir autonome pour pouvoir la quitter et partir vers une autre équipe à mentorer. Alors, effectivement, comment rejoindre la communauté de mentors d'équipe agile? Du coup, ça dit qu'il y a une communauté, c'est bien la volonté de pouvoir créer un collectif qui permet finalement aux participants qui auront fait cette formation de pouvoir travailler ensemble. Et j'irais même au-delà, on s'aperçoit, nous, chez Spindle, que quand on démarre certains clients, il y a un besoin accru de mentors pour quelquefois démarrer des projets. Et tout seul, ça fait beaucoup de boulot. Souvent, c'est utile d'être plusieurs et c'est une communauté qui est vraiment pertinente pour pouvoir faire du partage d'expérience, mais aussi monter des projets ensemble pour pouvoir répondre à des opérations pour des clients. Voilà. Donc, comment la rejoindre? En faisant tout simplement la formation et de fait, vous aurez l'opportunité de pouvoir la rejoindre si vous le souhaitez. Alors, en synthèse, cette formation, c'est donc 22 jours de formation, c'est 10 heures de mentoring en termes d'application pour la partie agilité et puis on a aussi 3 heures sur la partie coaching et la supervision, supervision de pratique à la fin du parcours également. La certification Emerge, donc le modèle qu'Alexandre vous a proposé tout à l'heure avec le titre mentor d'équipe agile et celui de facilitateur. Et puis, la formation, les modules coaching vous donneront l'accès à la certification ICF, c'est-à-dire que vous aurez la délivrance d'un certificat qui s'appelle ACSTH. Et Coaching Ways vous aidera aussi à faire le choix d'un enregistrement utile pour passer cette certification. Voilà, vraisemblablement du niveau ACC, mais éventuellement plus si vous aviez l'opportunité. L'accès à la communauté des mentors d'équipe agile, j'en ai parlé. Et puis, des ressources digitales. Effectivement, en intermodule, il y aura aussi un accès à des ressources digitales pour approfondir ou pour aller voir des informations un petit peu connexes à ce qu'on aura vu pendant la formation. Et ces ressources digitales sont toujours disponibles et enrichies. Voilà, ça sera une base assez solide sur laquelle vous pourrez aller quand vous le souhaiterez, si vous en faites le choix. Alors, donc cette formation, elle coûte, elle coûte 14 700 € pour les entreprises et 11 400 € TTC quand on est un particulier. Et pour la spécialisation que j'évoquais, Sylvie, si c'est une entreprise qui finance, donc c'est 8 750 € hors taxe. Et si tu voulais financer en tant que particulier, c'est 5 990 € TTC. Voilà. Et donc, pour continuer, effectivement, la prochaine étape, c'est de me contacter pour qu'on puisse échanger ensemble de votre projet, voir à quel point, parce que là, on a fait une présentation globale, mais à quel point est-ce qu'il est utile, pertinent, essentiel par rapport à ce que vous avez envie de faire. Et puis, voilà, identifier aussi comment vous pouvez le financer. Alors, avec quand même la particularité que pour l'instant, comme c'est une formation qui débute, elle n'est pas encore référencée au RNCP, comme évoquait Alexandre. Donc, le CPF n'est pas utilisable, mais voilà, éventuellement, il peut y avoir d'autres solutions à étudier ensemble. Donc, moi, je vous attends avec impatience. Vous pouvez m'envoyer un petit mail ou me téléphoner et on échangera sur le sujet si ça vous intéresse. Merci Laure, merci Ross et Louis. Du coup, on peut échanger aussi un peu librement maintenant s'il y a des questions qui ont émergé pendant
pendant cette deuxième partie de la présentation. Puis s'il y a des questions qui vous sont revenues sur la première partie, n'hésitez pas. Ah, on t'entend très mal, Amélinda. Les dates, en fait, de son terrain à partir de janvier, donc ça veut dire qu'il y a une première promotion qui démarre. J'ai entendu quand est-ce que démarre la première promo, sachant qu'il y en aura une en janvier. Voilà. La première promotion, elle démarre le 7 septembre. Et elle se termine le 2 février si on ne parle pas du terrain d'application. On comprend bien du coup que les 22 jours ne sont pas 22 jours d'affilée. Sinon, il y aurait une compression du temps. Chaque module fait à peu près 3 jours, c'est ça, non? Tous les modules font 3 jours, sauf 2 qui font 2 jours. Donc, c'est réparti, il y en a un tous les 3 semaines, un mois, c'est ça? À peu près, oui. Petite question très logistique, très technique. Du coup, c'est des jours qui sont plutôt sur des week-ends ou plutôt en semaine, hein? Alors, sur la formation spécialisation, je vais y arriver, il y a un jour le vendredi, il y a un jour le jeudi, oups, il y a une partie sur les week-ends. Et je te réponds. De souvenir, c'est jeudi, vendredi, samedi. Voilà, jeudi, vendredi, samedi. D'accord. Ok, merci. Et pour la complète, c'est en semaine. Oui, c'est lundi, mardi, mercredi, sauf une fois, il y a un mercredi, jeudi, vendredi. Moi, j'avais peut-être une toute petite dernière question, si on peut revenir effectivement plutôt à la première partie. Et désolée si je n'ai pas bien écouté ou pas bien capté. En fait, j'entends que c'est accompagner les équipes, mais est-ce que vous l'avez déjà déployé dans un contexte de vraiment de transformation d'entreprise, donc multi-équipe, avec un cascading voilà, ou est-ce que c'est plutôt vraiment d'expérience sur le terrain, des choses sur des équipes spécifiques? Alors là, ce qu'on voit là, alors là, c'est toute une discussion interne, mais du coup, comme tu la soulèves, je vais en parler maintenant. Comme ça, tu auras aussi nos zones d'incertitude à nous. Aujourd'hui, ce training-là, c'est mentor d'équipe agile. Et évidemment, il y a une autre certification qui est mentor d'organisation agile. Donc, pour répondre à la question, oui, on a déployé sur plusieurs entreprises à des échelles soit de département, soit d'organisation complète, c'est-à-dire de A à Z, qui vont manipuler le modèle Emerge. Ils ont en interne à un moment leur propre mentor, leur propre service d'ailleurs autour de ce sujet-là, si on peut encore appeler ça des services. Donc oui, ça se déploie. Aujourd'hui, en fonction de comment ce training-là avance, cette formation-là avance, le dernier module peut être un module où on va commencer à donner des sujets et des éléments sur mentor d'organisation agile. Mais peut-être que ça sera aussi quelques jours supplémentaires pour avoir ce niveau de certification-là. Donc voilà, je te partage notre zone d'incertitude par rapport à ce lancement-là, à savoir, est-ce que vous serez mentor d'équipe agile à la fin? Oui. Mentor d'organisation agile? Peut-être. Okay. Aujourd'hui, en tout cas, tel qu'on l'a prévu, c'est 2 formations différentes. D'accord, ok, merci. Mais là, on sent qu'on a… Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. C'est très clair, merci. Mais effectivement, le modèle s'applique aussi bien au niveau individuel d'équipe ou d'organisation, le modèle Emerge. Après, évidemment, les choses qu'on manipule sont un peu différentes. Qu'est-ce que la carte mentale d'une organisation? C'est ces éléments culturels. Donc, comment tu interagis avec les éléments culturels? Voilà, il y a d'autres outils. Et puis, tu ne peux pas observer en direct. Là où une équipe, tu vas pouvoir observer en direct puisque tu es présent. Là, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, il y a quelques nuances. Donc, mentor d'organisation agile. D'accord, ok, merci. J'ai plus de questions pour moi. Merci Laure et Alex. C'est bon pour aujourd'hui. Linda? J'ai pas entendu. Ah, pardon. Du coup, je vous propose peut-être qu'on clôture ces petits échanges là-dessus. Merci en tout cas, c'était hyper clair. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus parce que… mais tant mieux d'ailleurs qu'on se soit fait un peu planter. Moi, j'étais ravi de partager avec vous comme ça en manière très interactive.
Et puis, je vous souhaite du coup une bonne fin de soirée. Merci beaucoup.